c'était de faire intervenir beaucoup d'acteurs, notamment la police du 18e arrondissement. Nous avons aussi sollicité la police municipale, Paris Habitat. On avait sollicité effectivement ces institutions parce qu'on veut parler de l'espace public. L'espace public comme étant un champ de médiation, mais en même temps un champ d'intervention policière. Donc, ce qui fait que cela rentre dans le cadre d'un concept, c'est-à-dire le renforcement des relations population-police. C'était un peu le contexte électoral, parce que c'est vrai que nous, en organisant, en fixant la date, on n'avait pas tenu compte qu'il y avait un contexte électoral, notamment les élections législatives. Alors là, avec les élections législatives, le problème, c'est que on est pour les fonctionnaires de police, pour les fonctionnaires en tout cas tout court, ils sont dans le cadre de la réserve électorale. Ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent pas prendre la parole dans un débat public. Donc c'est pour cela que la police, en fait, nous a signifié que malheureusement, elle ne peut pas être là pour ces raisons-là. Par contre, on s'est arrangé pour fixer une date avec la police pour voir une date qui leur convient. Et donc, de ce point de vue, on a convenu le 21 septembre prochain pour le deuxième atelier. Donc, à cette occasion, effectivement, la police sera là. Parce que je pense qu'on parle de l'espace public. L'espace public, ça concerne tout le monde, en fait. C'est le lieu où... c'est le cadre qui appartient à tout le monde et qui n'appartient finalement à personne. C'est-à-dire que quand on parle de l'espace public, on en fait ce qu'on veut, comme voilà, on doit aussi tenir compte que voilà, on n'est pas les seuls acteurs dans cet espace public-là. Autant on peut avoir cette liberté, ce pouvoir de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, autant on doit aussi penser que c'est un espace partagé. Dès lors que c'est partagé, ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui nous engagent individuellement. Il y a les droits et responsabilités de chacun dans, en tout cas, la gestion de cet espace public, quand on parlera de co-gestion. Donc, vous comprendrez que le fait de le maintenir également, c'est pour recueillir des propos, c'est pour échanger avec vous, puisque le but, c'était de permettre qu'il y ait des expressions partagées, c'est-à-dire, d'une part, les jeunes, les populations, de l'autre côté, les forces de sécurité. Bon, aujourd'hui, on n'a pas les forces de sécurité, c'est vrai qu'on ne va pas trop les entendre, mais je sais que quand on parle des forces de sécurité dans l'espace public, surtout les policiers, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Bon, j'ai échangé avec pas mal de jeunes, avec beaucoup. Alors, quand j'échange, j'entends un peu ce que les uns et les autres disent. Et donc, pour nous, c'est l'occasion, effectivement, de partager cette parole-là, qui va être, effectivement, peut-être à l'occasion du 21 septembre prochain, restituée, qui peut être aussi partagée avec les policiers pour dire, voilà, nous avons entendu ça, voilà, il y a des faits, voilà, il y a ceci. Donc, le but, c'est vraiment de créer un dialogue. Parce que je pense que ce dialogue-là est fondamental dans le vivre ensemble. Ce dialogue-là est fondamental parce que les policiers, ce n'est pas que de la répression, c'est aussi des gens qui sont là pour notre sécurité, pour notre bien, pour la tranquillité publique. C'était un débat très ouvert, très ouvert par rapport, malheureusement, on n'a pas eu la présence des forces de défense et de sécurité, à savoir la police nationale, municipale, j'en passe, du fait du calendrier électoral. Mais pas mal d'associations ont assisté à cet atelier. Des habitants du quartier, hommes comme femmes, qui sont là depuis une quarantaine d'années. D'autres parlent de plus de 25 ans, la dame ivoirienne. Et chacun a apporté sa contribution pour trouver ne serait-ce qu'un terrain d'entente où il y aurait moins de contrôle aux faciès, mieux de violence, moins aussi de provocation de part et d'autre, ce qui fera que dans le futur très proche, on envisage de faire un autre atelier avec la présence des policiers. Sachez qu'en tout cas, de plus en plus dans le quartier, les jeunes organisent des choses pour toute la population. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, il y a la Cannes des quartiers qui est organisée par les jeunes du quartier, justement, qui se sont tous rassemblés et qui ont organisé un événement culturel de football. Bien sûr, pour femmes et pour hommes, entre parenthèses, pour une dame qui vient de partir, je pense. Et donc voilà, donc je pense qu'on parle tout le temps des effets négatifs, mais on ne parle jamais des effets positifs. Les effets positifs, c'est qu'on s'entraide dans ce quartier et que tout le monde est uni, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Sachez que tout le monde est uni, reste uni
dans toutes les situations qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire par rapport dans le quartier, par exemple, que ce soit par exemple pour la fête de la Goutte d'Or, etc. Il y a énormément de choses qui réunissent tout le monde, etc. Et je pense que les jeunes qui sont actuellement dans ce quartier, font partie aussi de cette vivance qui vit à la Goutte d'Or, que ce soit à la Goutte d'Or, que ce soit dans tout le 18e arrondissement. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des bons policiers, il n'y a pas que des mauvais policiers. Ça veut dire par exemple, un exemple tout bête, un jour on jouait au basket comme ça au playground de Stalingrad. Il y a des policiers qui sont arrêtés qui ont joué avec nous. C'est-à-dire ils sont venus nous voir et ça nous a étonnés d'ailleurs. La balle était partie sans faire exprès sur la route. Ils ont pris le ballon, ils sont venus, ils sont rentrés avec nous, ils ont commencé à parler avec nous, on a parlé tout simplement. Et au final, on s'est lancé dans une partie de basket avec eux. Je trouve que j'aime pas généraliser les policiers. Généralement, il y a, voilà, comme on dit, il y a des bons flics. Après, on sait qu'il y a des flics ripoux, comme on dit, des mauvais flics. Et il faut savoir qu'aussi, derrière les policiers, il y a la police des polices. C'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs, il y a des gens derrière qui surveillent pas mal aussi ce que font les policiers. Et sur quoi, bon après, c'est pas toujours payant, ce que je vois. Mais la plupart du temps, je sais que quand même, ils surveillent pas mal. La jeunesse d'aujourd'hui, on entend souvent, voilà, je peux gagner, je ne sais pas combien de 1000 d'euros par mois, est-ce que je peux être footballeur, je peux être comme ça, comme ça. Alors, ils cherchent toujours la facilité. Alors, la première des choses, c'est aux parents quand même d'éduquer leurs enfants, voilà, au travail propre, qu'il faut s'investir, faire des études, voilà, pour qu'elles puissent gagner leur vie vraiment comme il faut. Hein. Il ne faut pas les laisser traîner dehors jusqu'à minuit ou, voilà, où ils cherchent l'argent facile. C'est les enfants de nous même. Donc les enfants qui sont nés ici, il y a tous les métiers, toutes les facilités pour pouvoir travailler, pour vivre tranquillement. Mais comme M. Touré vient de dire, certaines personnes, ils s'en foutent pour les enfants. Ils laissent les enfants traîner, il est rentré, il n'a pas rentré, il s'en fout. Ça, c'est motif les parents. Donc, si tout le monde surveille aux enfants, pour donner bonne indication, on n'a pas ici en ce moment-là. Tous les enfants qui maintenant, tu as beaucoup de presque 10% de son carrière, c'est pas bonne. Parce que si il vend drogue, il est en prison, il n'a pas de carrière. Tout à l'heure, on parlait des relations avec les policiers et les jeunes. Cette relation, parce que les jeunes craignent beaucoup les policiers, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise relation entre les deux. On doit trouver les solutions entre nous, les policiers municipaux, policiers nationaux, les familles des enfants. On doit regarder les problèmes des enfants. D'un côté, moi personnellement, les mineurs qui restent dehors jusqu'à minuit, 1h, 2h, ça c'est la faute des familles. C'est pas 1h, 2h, c'est ça. Ça veut dire famille. En plus, 6h du matin, tu quittes, tu vas aller travailler, les enfants, ils viennent dehors, dormir. C'est qui l'a gâté les enfants? Ce n'est pas la police. C'est qui l'a gâté les enfants? C'est nous-mêmes. Moi, personnellement, il y a des enfants qui sont presque, je peux dire à 18e, à côté de Goutte d'Or, 90% des enfants, ils me connaissent. Je parle avec eux-mêmes. On discute. Il y a des enfants qui là-bas, ils sont corrects. Corrects même. Il y a des enfants qui là-bas, ils font n'importe quoi aussi. Mais j'espère que c'est la faute des familles. La police, il fait son travail. D'un côté, il fait les erreurs, il provoque aussi les enfants. On sait ça tout. Mais moi, personnellement, là que j'ai vu, on debout. Quand les enfants qui viennent travailler, ils ne peuvent pas faire les conneries. Il faut sensibiliser les jeunes pour dire, voilà, les policiers aussi, ils sont des gens comme nous, ils sont humains, ils peuvent apporter beaucoup de choses pour nous, sans c'est changer en fait leur perception. C'est ça, parce que dès qu'on entend le mot policier, ça crée des tensions.
recréer le village. Hein, c'est-à-dire, ça commence en famille, à la maison, ça commence avec les voisins, ça commence avec l'immeuble tout entier, et ça se propage au quartier où on recrée le village, où effectivement le voisin va pas pouvoir filer une baffe à votre mouflet, mais seulement il va pouvoir le ramener à la maison parce qu'il le connaît. C'est se connaître, approcher l'autre. Il y a beaucoup de diversité dans les immeubles. Vous savez, vous trouvez avec un voisin sénégalais alors que vous êtes d'Érythrée, hein, eh bien, il faut vous rencontrer, vous connaître, vous découvrir, pour que les enfants découvrent tout ça aussi et apprennent leur quartier, apprennent leur village entier. Et on va travailler là-dessus et le village entier va prendre la parole. Et c'est là que le village aura un poids sur l'autorité. Le fait d'être un attroupement, ça fait peur aux jeunes femmes qui sont timides. Et elles préfèrent faire un détour que de passer devant un attroupement de 30 mecs. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui circulent, plus de jeunes filles, que les hommes se refamiliarisent avec les femmes et peut-être des médiatrices aussi. Voilà, ce serait certainement une piste. Parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait que des garçons dehors. Les filles restent à la maison parce que c'est dangereux aussi un petit peu. Mais moi, je m'entends très bien avec tout le monde. Quand je sors de chez moi, je dis bonjour à 50 personnes, 100 personnes. Et il faut que les femmes se réapproprient la rue aussi. Le fait que ce soit la police qui intervienne justement sur... parce que voilà, il y a une bande de jeunes qui discutent ou alors voilà, ils sont là, même ils se fument un joint. Je trouve que il est peut-être que c'est un problème parce que c'est peut-être pas à la police de faire ce genre voilà, d'arriver et de dire à ces jeunes-là, vous n'avez pas à être là. Si c'était peut-être plus, si c'était les médiateurs qui se chargeraient plus de ça, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de dégâts vis-à-vis de ces jeunes et de la police qui très souvent se passe très très mal. Lorsque la police intervient, c'est que la médiation n'a pas marché. La médiation, c'est formidable parce que ça empêche, même dans une famille, ça empêche des conflits, ça empêche que des situations dégénèrent. En revanche, il y a une autorité qui est liée à la police et la police, dans une démocratie, elle a la légitimité de la force. C'est comme ça. Donc, premièrement, on ne se met pas en danger. Deuxièmement, on s'interroge au fond de soi sur ce qu'est l'autorité. Qui reconnaît-on comme autorité autour de nous? Certaines personnes vont reconnaître, je ne sais pas, un chef religieux, par exemple, ou bien le syndic de copropriété, l'instituteur, le maire du village, je n'en sais. Et donc, pour soi-même, qu'est-ce qu'on reconnaît comme autorité? Quelle est la personne dont on accepte les conseils, les ordres, les récriminations? Ça, c'est une question que je vous invite à vous poser à l'intérieur de vous-même, parce que des fois, il y a des périodes dans la vie, notamment dans l'adolescence, où ce qui vient des parents, c'est juste hyper pénible, et donc on ne reconnaît pas l'autorité des parents. Ou bien un peu plus tard dans la vie, il y a d'autres autorités, l'employeur, on ne va pas reconnaître son autorité, et on va se mettre soi-même dans une situation très difficile. Donc moi, encore à mon âge aujourd'hui, il y a des gens dont je n'accepte pas l'autorité, parce que je considère qu'ils ne sont pas légitimes pour me parler mal, ou me donner un ordre, ou je ne sais quoi. Et puis, parfois, je reviens un petit peu sur mon jugement, parce que j'ai réfléchi, je me suis apaisée ou autre, et je me dis finalement, c'est à toi de fermer ta bouche. Voilà. Donc c'est cette réflexion que je voulais avoir avec vous, les jeunes. De quelle autorité vous acceptez le conseil ou pas? Et puis, il y a des autorités, on ne peut pas les contester. Parce qu'elles sont là, elles sont détentrices de la légitimité collective. Ne vous mettez pas en danger. C'est l'État qui régule tout le lien, les articulations sociales à l'intérieur de ce champ-là. Et c'est aux populations, justement, de s'adapter à la structuration de ce champ par l'État. Alors peut-être que la question à long terme, c'est d'essayer de comprendre comment on peut réguler pacifiquement cette relation entre l'État
et les acteurs, les populations qui vivent dans ces quartiers-là pour essayer justement, même si le terme n'est pas joli, de pacifier ces relations-là? Les Français, ils sont toujours gentils, je les remercie beaucoup, parce qu'ils nous ont aidé beaucoup de choses. Mais il y a des choses aussi que je ne comprends pas. Parce que vous dites qu'on n'arrive pas à relever nos enfants. Pour moi, c'est faux. On arrive à bien relever nos enfants. Mais la loi d'ici qui a donné liberté à nos enfants. Une mère n'a pas le droit d'insulter son enfant. Une père n'a pas le droit d'insulter son enfant. Ils vont aller à la police ils vont venir cogner chez toi, tu as des problèmes. La justice, ils vont te convoquer à tribunal, tu as des problèmes. Mais où est la loi? Il n'y a plus de loi. Ton propre enfant, tu n'as pas le droit de la taper, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'insulter. Un enfant de 10 ans qui dit que si tu me touches, je vais aller à la police. Un enfant de 15 ans qui dit si tu me touches, je vais aller à tribunal. Et les parents, ils ont quoi? On n'a rien. Les parents, ils sont le matin, ils rentrent le soir. Tu n'as même pas le temps pour s'occuper de tes enfants. Moi, je touche le bois. J'ai 3 enfants, mais Dieu merci. Mes enfants respectent bien les gens. Quand moi, je vais sortir, il m'a dit, maman, fais attention dans la rue. Mais ils sont grands. Mais c'est à nous-mêmes. Je sais que nous, on a des fautes aussi, mais ici aussi, ils ont des fautes. Parce qu'il n'est qu'à nous laisser, on n'a qu'à bien relever nos enfants. Parce que la loi a donné trop de liberté. Oui, liberté parce que tu n'as pas le droit d'insulter ton enfant. Tu as des problèmes. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose à ton propre enfant. Il dit, je vais aller à la police. Police contre les parents. Nous, on n'est pas élevés comme ça. Nos parents nous ont élevés bien. Respecter les gens. Il faut savoir comment il faut faire. Et puis, vous dites que dans la rue, ils sont sales. La propreté, ça vient dans la maison. Quand on est propre à la maison, on ne peut pas être dehors sale. On a le droit de gronder son enfant. On a le droit de punir son enfant. On a le droit de lui dire, eh bien, écoute, je devais t'acheter ça, mais compte tenu de tes notes, on va le remettre à plus tard en attendant un retour à meilleure fortune de tes notes. C'est comme ça qu'on parle aux enfants. On n'a pas besoin de frapper. Il y a plein de choses qui se font comme ça par le dialogue. Mais le principal, c'est de connaître son enfant, d'être proche de lui parler, de lui dire qu'on l'aime. Aimer, c'est très facile à dire et à répéter. Et à prendre son enfant dans les bras. L'enfant a besoin de ça toute sa vie. Moi, je suis une mamie un petit peu âgé, voilà, eh bien, mon fils a 50 ans, je le prends encore dans mes bras en lui disant « je t'aime ». Toute sa vie, on a besoin de l'amour de ses parents. Il faut savoir que dans ce quartier, c'est un quartier melting pot, c'est-à-dire c'est un quartier où il y a toutes sortes exactement de cultures différentes. Quand vous parlez du voisinage, parce que quand même le pacte de stabilité et de paix commence par le voisinage. Si chacun faisait son rôle, chacun, parent comme voisin, parce qu'en Afrique de l'Ouest, d'où je viens, je suis sénégalais, même le voisin a le droit, entre guillemets, de corriger l'enfant de de sa voisine, parce que ça va être l'enfant de tout le monde, l'enfant du quartier. Mais ici, la loi, certes, elle est là pour tout le monde, effectivement, ce qui montre une certaine dualité entre les perceptions. On peut trouver une certaine symbiose, à savoir, ok, vous êtes d'origine ivoirienne, vous avez grandi dans telle ou telle culture. C'est là où doit intervenir maintenant l'adaptation par rapport à la loi. Vous êtes dans un pays, okay, dont vous n'êtes pas, même si vous êtes plus tard citoyenne, ainsi de suite, il faut essayer d'embraser aussi les différentes cultures, l'harmonie des contraires et s'adapter. D'accord? Parce que chez vous, comme chez nous, un enfant de 50 ans, le tenir dans ses bras, je vous aime, par exemple, c'est comme vous. Un garçon, c'est comme lui manquer un peu de respect par rapport à sa virilité. Vous voyez un peu ce que ça donne. Le droit, sans la force, est faible.
la force sans le droit est tyrannique. Le rôle de la police, c'est d'ailleurs de la prévention, mais aussi la répression. Il faut dissocier les deux rôles des médiateurs de quartier et des policiers municipaux ou police nationale. L'exemple que vous donnez, par exemple, dans le quartier du 18e, peut-être des gens qui fument des joints, comme vous dites, ce n'est pas aussi, certes, en amont, ça peut être un rôle d'un médiateur, mais c'est aussi le rôle de la police de le remettre à l'ordre. C'est ça le vrai débat. Maintenant, ce qu'il faut, bien qu'il n'y a pas la présence de la police, les représentants de la police, nous sommes tous peut-être originaires de ce quartier ou des quartiers difficiles, entre parenthèses. Ce qu'on aimerait recueillir, c'est peut-être vos avis et recommandations dans le respect des débats, sans pour autant que ça soit un ciblage ou des sortes de tiraillements, non. Ce qu'on cherche maintenant, c'est de trouver, par exemple, la bonne solution pour une bonne cohabitation. Il y a le rôle des parents qu'a bien défini M. Touré, où il a décelé une certaine faille. En l'occurrence, laisser des mineurs traîner au-delà des heures normales, peut-être manque de travail, manque d'éducation. Pourquoi manque d'éducation? Peut-être avant, le ministère de l'Éducation s'appelait le ministère de l'Instruction. L'école, c'est l'instruction. L'éducation, c'est à la famille. Maintenant, peut-être, il vaut mieux focaliser les débats sur ce qu'on peut faire, nous, chacun selon ses limites, pour trouver une bonne entente entre la police et les habitants du quartier, principalement les jeunes. C'est comme un père de famille qui a ses enfants, qui élève ses enfants, qui les éduque. La police, c'est exactement le même rôle, sauf que la police est dans l'espace public. La police est dehors. Donc la police qui voit un enfant qui fait des choses, ou un jeune, ou je ne sais pas, un citoyen quelconque, qui agit contre, n'est-ce pas, l'ordre établi, mais c'est son droit d'intervenir. Mais c'est comme à la maison, il y a l'ordre qui est établi par le père de famille. Tous les enfants doivent effectivement négocier et respecter cela. Bon, maintenant, s'il y a un enfant qui ne respecte pas l'ordre établi par le père de famille ou les parents, ben, il mérite effectivement une correction. C'est exactement la même chose.